comment dire, vous n'en voulez pas chaque citoyen. Donc, justement, la société collective, il y a le gouvernement qui dure depuis oui. Comment vous réconciliez votre sentiment avec ce gouvernement? On attend vraiment qu'ils reconnaissent, que ce soit voté par l'Assemblée nationale, l'abandon, l'accueil et le massacre de ceux qui sont restés en Algérie. Voilà, mais pas que des mots. Ouais, pas que des mots. Parce que il y a des présidents, oui, mais non, il faut que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Il y a une loi, que ce soit officiel. Et le problème qui se pose chez nous, sur la communauté harki, c'est qu'il y a plusieurs associations. On n'arrive pas. Il faudrait qu'on se fédère, qu'il y ait une personne qui parle au nom de la communauté harki. Mais le gouvernement, chaque gouvernement a essayé de diviser, comme on dit, diviser pour mieux régner. Voilà. Entre les harkis. Entre les harkis. Vous avez des associations. Ça les arrange. Ça les arrange. Ça les arrange. Tandis que si on était fédérés, on aurait plus de poids. Électoral ou autre, on a plus de poids. Mais tant qu'on reste divisé, ça les arrange au gouvernement. Bon, nos parents sont décédés, nous, on est déjà âgés, donc voilà, les petits-enfants ne vont pas se battre. Ça, on ne veut surtout pas laisser ce poids à nos petits-enfants. Moi, je ne la vois pas simple. La génération qui arrive des petits-enfants harkis et les émigrés qui sont là, qui vivent là depuis longtemps, il y a vraiment une discorde et des insultes. Donc la réconciliation, pour moi, elle ne va pas se faire tout de suite. Le fossé se creuse de plus en plus, parce que moi j'ai mon petit-fils qui est petit-fils de harki, de mon père. Son grand-père est émigré, qui est arrivé avant 62, et il s'est entendu dire, tu dis pas que tu es un petit-fils de harki. Voilà. Donc si vous voulez, comme c'est pas à l'école, on leur en parle pas, moi je pense que ça passe que par ça. De toute façon, si au début on a appris aux enfants ce que c'était que l'histoire de la France avec les harkis, effectivement peut-être que nous on pourrait faire une réconciliation et un apaisement aussi, que maintenant ce qu'on voit, enfin ce qu'on a en retour justement, c'est tout à fait le contraire. Donc nous, on est âgés, mais je pense que la génération qui arrive, ça va être très très compliqué. Et c'est de là, je pense que on va... Parce que bon, il y a un intérêt commun de la France et l'Algérie. On a encore des intérêts là-bas, il y a des signatures par rapport au pétrole. Donc eux, ils ménagent ça. Mais ils ne ménagent pas ce qui peut se passer dans quelques années. Ça, ils ne le voient pas. À mon avis, on n'a pas que du bon qui nous attend. S'ils ne font rien, la réconciliation ne se fera pas. Ça sera totalement l'inverse. Parce qu'il y a des petits-enfants de harkis qui ne veulent pas le dire. Et qui disent à leurs parents, mais pourquoi vous avez choisi de la France, parce qu'en plus elle vous trahit, elle vous maltraite. Et moi je ne veux pas qu'on dise que je suis un petit-fils ou un fils de harki. Même les enfants, il y a certains enfants de harki qui ne disent pas qu'ils sont enfants de harki. Même en France. Même en France. Parce qu'il y a la peur aussi. Il y a la peur aussi, faut pas oublier. Quand ils vivent dans des quartiers où il y a plein d'immigrés, on leur dit. Voilà, ils ne vont pas dire je suis fille de harki ou fils de harki. Il y a la peur aussi. On a été déjà à notre arrivée, on a été parqués dans des camps, donc que ce soit rue de Zad, Bias, tout ça. Donc on a été parqués dans des camps et j'ai une dame, une amie que je connais, elle me dit, tu sais, on avait peur de vous. Quand, elle m'a dit, nos parents nous disaient, vous n'allez pas du côté du camp de Bias. Elle a dit, on vous voyait, surtout la façon dont étaient habillés nos parents et tout ça, ils avaient peur d'approcher. Il y avait une certaine méfiance. On avait même à l'école, à l'intérieur du camp, on n'était pas mélangé avec les enfants du village. On avait une école avec les garçons et les filles à l'intérieur du camp. On n'avait pas les mêmes chances, que ce soit l'éducation ou autre, que les autres. Pourtant, on était français. Nos parents ont combattu pour cette France. Et on se retrouve parqués dans des camps. Avec un couvre-feu. On n'avait pas le droit de... Même les courses, il y avait le magasin à l'intérieur du camp. On n'avait pas le droit d'aller se mélanger. Ou bien il y a certains camps qui étaient vraiment éloignés des villes et des villages. Ce qu'on appelait les amont de forestage. Voilà, les amont de forestage. Beaucoup d'arcs ont été employés justement dans ces forêts pour déboiser.
Comme M. Boukeroui, qui fait partie de l'association qui n'est pas là, en Dordogne, ils étaient complètement isolés. On est allé voir où était leur camp. Ils étaient dans les bois, carrément. Hein. Ils étaient une trentaine, il y avait une école, ils allaient au petit village pour l'épicerie et tout, mais ils étaient vraiment seuls, isolés. Même les questions sanitaires et tout ça, c'était vraiment un désastre. Au même titre que, je pense que c'est intéressant pour vous de le savoir, dans le Lot-et-Garonne, il y avait le camp des Asiatiques, c'était les Chinois ou les Indo-Chinois. Les Indo-Chinois qui ont vécu et qui ont été accueillis comme nous, hein, dans un camp. Et justement, on était très proches d'eux parce qu'ils vivaient un peu la même histoire que nous. Hein. Et ces camps, le camp de Biars, je pense que c'était, il avait servi aux nazis. Oui, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà comment la France est reconnaissante. Donc voilà, des personnes qui ont combattu pour la France, on les enferme carrément sous régime militaire. Hein. C'était l'armée, il y avait des fils barbelés, il y avait... Ils ne veulent pas reconnaître ça, pourtant on l'a vécu. On l'a vécu. On l'a vécu et ils ne veulent pas le reconnaître ça. Ils disent que c'est pas vrai. Ils disent non, il n'y a pas eu de barbelés. Alors on l'a vécu. On l'a vécu. Moi j'étais petite, mais je me souviens des fils barbelés. Il y a une assistante sociale qui est assistante sociale dans ce camp et qui jusqu'à présent, elle a plus de 89 ans ou 88 ans, qui jusqu'à présent s'en tient toujours à ce que l'administration lui disait. Il n'y avait pas de fil barbelé, il n'y avait pas de couvre-feu. Elle a démenti dans la presse. Hein. Ah, oui. Alors que moi, je lui ai donné un cas concret parce il y a des photos. Moi, je passais. J'aimais beaucoup la nature, j'étais un peu un garçon manqué chez nous. Je passais par les barbelés pour aller dans les champs parce qu'il y avait des vaches, il y avait un ruisseau. Donc moi, je peux dire que c'est vrai. C'est vraiment vécu. Donc elle dit que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, notamment, et le couvre-feu, elle dit que c'est pas vrai. Aussi à 10h, on n'avait plus d'électricité. Il y avait plus d'électricité, à 10h, ils coupaient l'électricité. Donc on s'éclairait les bougies. Les douches, je crois que c'était une fois par semaine. Moi, quand je suis arrivé à Bias, il n'y avait pas les douches encore. Et les douches, c'était une fois par semaine, donc je sais pas. C'était payant. C'était payant? Oui, c'était payant. 20 centimes. Les personnes qui touchaient leur... 20 centimes, c'était. Oui, à l'époque, c'était beaucoup pour nous. Excusez-moi, les personnes qui touchaient leur allocation familiale, tout ça, qui touchaient leur pension, le commandant du camp ponctionnait une certaine somme pour payer l'électricité, l'eau et tout. Il disait que c'était gratuit, mais en fait, il ponctionnait sur les allocations familiales. Pourquoi ils le dénient maintenant? Le temps passe et ils oublient, ils veulent... C'est une honte pour eux. Ils ne veulent pas l'admettre. Donc voilà. Alors je même par rapport aux autres pays. Moi je ne sais même pas si ça se tient à la honte maintenant. C'est que politiquement, ils savent très bien s'il y a une reconnaissance, ce que disait Sabrina tout à l'heure et je confirme, c'est que reconnaissance veut dire indemnisation. Indemnisation, ils l'ont chiffré parce que c'est en France et en Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore des harkis qui sont encore en Algérie, qui vivent certains le calvaire parce qu'ils sont mis de côté. Voilà. Et la France pourrait éventuellement le faire, le payer, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Vous vous rendez compte les milliards d'euros qu'ils pourraient verser. Et donc, ils ont vite calculé ça. Pour eux, c'est plus important l'argent que la reconnaissance des personnes. Et certains, moi j'ai un fils de harki en Algérie, il m'a dit sur mon acte de naissance, il y a écrit fils de harki, un fils de boumier. Sur l'acte de naissance. Ça fait que même par rapport au travail, question professionnelle, il ne peut pas, il reste toujours en bas de l'échelle. Il reste toujours en bas de l'échelle, il y a une discrimination. Oui, ils sont très mal vus là-bas. Ils sont mal vus. Alors qu'il y a des endroits où ils vivent très bien. Oui. Ils leur disent, bon, c'est pas de votre faute, c'est la France, c'est la guerre. Ça dépend, il y a des personnes qui ont vécu, les anciens ont vécu la guerre. Donc ça, comment ça s'est passé, l'histoire des harkis. Mais après, comment c'est enseigné aux plus jeunes? Et certains qui sont encore impugnés, qui disent à leurs enfants c'est des traîtres, vous savez que ça reste. Ici on est discriminé, là-bas c'est pareil. Donc, le racisme il est toujours. Je vais vous parler d'un truc très très symbolique et c'est là où je vous dis que le travail n'est pas encore fait, qu'il ne se fera jamais. On a des archives nationales des harkis qui sont à Périgueux pour l'instant. Ils ne vont pas durer, ils vont partir. Et bien ce lieu. Nos archives personnelles de tous les harkis sont dans un bâtiment militaire où on n'a même pas accès. On n'avait pas accès comme on veut. C'est-à-dire que si on veut voir nos dossiers, il faut téléphoner à la préfecture pour que quelqu'un nous accueille. Et ça existe encore aujourd'hui.
Donc à partir de là, moi je sais que j'y ai travaillé pendant 2 ans. Hein, et c'est dommage parce qu'il y a des témoignages, il y a des histoires personnelles, des trucs que moi d'ailleurs quand j'ai lu certaines choses, je ne savais pas si j'allais continuer, tellement c'est prenant. Hein. Alors c'est vrai que, je ne vais pas critiquer Jordi, il fait certainement un très bon travail. Il vient écrire ses bouquins et ses émissions et ses reportages grâce à ses archives. Alors lui, on lui autorise parce qu'il fait des témoignages et tout, mais il se sert de notre histoire, à la limite, que nous, on n'a pas le droit d'aller voir comme on veut. Même si on veut consulter, donc il faut prendre rendez-vous. Ah oui. Et quand on consulte de nos parents, parce qu'on n'a pas le droit de consulter les autres, il y a quelqu'un pour surveiller. Oui. C'est lui-même qui a le dossier, qui tourne, ça vous intéresse, on peut lire. Ah, c'est ça? Oui, Vous ne pouvez pas tourner page non, c'est lui qui a le dossier. Moi, ça m'est arrivé, donc j'avais demandé à consulter notre dossier depuis notre arrivée jusqu'à ce qui s'est passé. Donc on m'a donné rendez-vous, c'était à Agen, là où j'habite. Ils ont fait venir le dossier de Périgueux. On m'a donné rendez-vous, il y a une dame qui m'a accueilli à telle heure, donc voilà. Il y avait une grande salle comme ça, sur le dossier. Elle avait devant elle, elle tournait la page, non ça, non, ça, ben tiens ça. Que des choses qu'on connaît déjà. Voilà. Mais il y a des choses. Bon, moi j'ai réussi à prendre un dossier confidentiel. Oui, moi aussi. Moi j'ai réussi, je lui ai demandé de me faire une photocopie. Alors c'est pour ça que je vous dis, comment voulez-vous qu'on avance dans la réconciliation? C'est impossible. Parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui nous revient à la figure en nous disant, eh ben voilà, vous êtes encore en 2018. Sous tutelle. Voilà, exactement. Sous tutelle. Et ça moi je ne l'admets pas du tout. Alors c'est vrai que des fois on veut revendiquer, moi je suis contre la violence, mais dans notre fort intérieur, il y a de la violence quand même. Et si des choses, si on ne va pas mettre un jour des mots sur tout ça, ça risque peut-être d'être, pas de moi, peut-être pas nous, mais il y a des amis enfants de harki, et un jour ça va se... Moi je pense que ça peut aller. Pour être apaisé, on a besoin de connaître, on a besoin de savoir, on a besoin, mais on ne nous laisse pas. Donc c'est vrai que si on pouvait consulter les archives comme on voulait, connaître vraiment notre parcours et ce qui s'est passé, peut-être que cette douleur s'apaiserait, parce qu'on sait, on peut mettre des mots, on peut mettre des... Là, on est toujours sous tutelle. Comme je vais vous donner un exemple. Par exemple, le 12 mai, en fait le 12 mai tous les ans, certaines associations, mais pas toutes. Le 12 mai, c'est une date pour nous qui est importante. C'est le télégramme des mères et Georges. J'ai un livre d'ailleurs, vous retrouvez dedans, qui ont donné l'abandon des harkis. Et on a demandé que cette date soit officielle, jamais l'État français a voulu que ce soit officiel. Alors ce qui est important, qui est important pour nous, notre association, et depuis pas longtemps la Grande Aquitaine, nous on a décidé de voter, de commémorer le 12 mai. Donc c'est pas officiel, mais on le fait quand même. Et on essaye d'intégrer les associations de toutes les villes françaises, et malheureusement politiquement tout le monde n'est pas d'accord. C'est dommage, parce que si tout le monde le faisait, il serait obligé d'accepter ça. Ce qui serait un grand pas en avant, déjà, parce que ça veut dire qu'on s'impose notre vraie histoire, et pas ce qu'ils ont voulu mettre eux en place. Voilà. Et beaucoup de Français n'étaient pas au courant justement de cet abandon. J'ai des anciens combattants qui j'ai chaque commémoration avec leur parcours. Le 12 mai, mais c'est quoi le 12 mai? Pour eux, ils n'étaient même pas au courant. Ben oui, mais pour cause. Parce que l'État français ne veut pas que ça devienne une date officielle. Parce que c'est reconnaître la faute de l'État et du gouvernement depuis 62. Et ils ne connaissent pas l'histoire. Ils veulent pas. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Surtout l'abandon et le massacre qui a été l'accueil qui nous a été réservé. L'histoire négative. Voilà. C'est le début de l'histoire justement de la communauté harki après les accords d'Évian. Et là, on a une date d'hommage au harki qui est le 25 septembre, qui n'a rien à dire pour nous. Rien à voir. C'est une date qu'ils ont choisie au hasard. Et voilà. Alors que ça devrait être nous. Donc par respect aux officiels, et aux institutions, on y va. Mais c'est vrai que moi je suis pour petit à petit à ne plus y aller. Parce que ça ne veut rien dire pour moi. Moi, ça ne veut rien dire pour moi. Le 12 mai qui devrait c'est une date qu'on a mis comme ça, un décès, il y a un jour, il y a l'heure.
hein, d'accord? Eh ben, nous, enfin pour moi, les gens qui sont décédés le 12 mai, c'est pas le 25 septembre, je suis désolée. Et ça c'est important quand même, hein, de faire cette démarche. Et puis qu'ils acceptent un jour. Donc ce que j'espère, moi, c'est que pour l'instant, je crois combien on est de villes qui faisons le 12 mai? 23 ou 25. Voilà, on a réussi à en avoir 20. On aimerait que ça s'étale dans toute la France. Et à partir de là, ben, ils seront obligés de l'accepter. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est leur dire que le 25, il ne faut pas y aller. Il y aura les anciens combattants. Bon, eux, on ne peut pas les empêcher, mais ça sera plus celle des harkis. Moi, pour moi, voilà. On a essayé de mettre des choses en place, mais bon, on a hésité parce que on est toujours dans le respect de ce qu'on nous a appris. Il fallait toujours respecter. Il ne faut pas dire de mal de De Gaulle, et ben, il ne faut pas dire du mal du préfet ici, quoi. On a eu une éducation comme ça. Mon père, quand il y avait la Marseillaise, il fallait se lever, il fallait faire ça, quoi. On a eu cette éducation, on respecte. Mais au fond de nous, je pense que nous, on n'a plus envie parce qu'on a avancé. On n'est pas comme nos parents, les pauvres qui ont été manipulés comme ils ont voulu. Donc,